Le député Bernard Généreux, fier partenaire de cette émission. Alors bonjour, bienvenue à Vie publique, cette émission qui donne la parole aux gens du monde municipal, à ses défis, à ses projets, également à ses bonnes nouvelles. Et bien, cette semaine, on reçoit Anita Ouellette-Castonguay, donc de la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va numéro un. C'est un privilège d'être ici. Bien, je vous remercie. On est content de vous recevoir. Donc, il se passe toujours plein de choses. C'est une municipalité qui est extrêmement vivante à Saint-Alexandre. Et là, vous êtes animé par ce beau projet de pavillon sportif. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Oh, c'est un trio. C'est un beau trio. Alors, pavillon sportif, patinoire réglementaire et aussi les jeux d'eau. Alors, où est-ce qu'on en est avec ça? Parce que là, vous aviez été en soumission. On est allé en appel reçus. d'offres. Les soumissions ont été ouvertes le 17 décembre dernier. Et une superbe de belle surprise. Alors, on a économiser 1 million de dollars. Les prix sont inférieurs à 1 million de ce qui avait été évalué. Qu'est-ce qui explique qu'il peut y avoir un tel écart entre ce qu'on espère? Parce que c'est rarement la situation. Moi, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Avec la caserne, j'avais eu 400 000 de moins. Et là, j'ai 1 million. Ça, c'est au-delà de mes espérances. C'est surtout le moment où c'est que tu fais ta demande de prix de soumission. Alors, parce que tous les soumissionnaires, ils ont certains barèmes et tout ça, c'est pas un problème. Mais le timing, donc, ça veut dire que le projet de Saint-Alexandre pour l'entreprise, bien, ça va être ce projet-là qui va commencer. Alors, on parle de combien? D'enveloppe de combien au final? C'est un projet qui est autour de... C'était 1 million. C'était un projet de 5,8 millions. Il y a un règlement d'emprunt qui a été fait. Donc, moins 1 million, ça devient un projet de 4,8 millions. Ça fait une bonne petite couche pour les imprévus au cas où. Et c'est Construction Citadelle de Québec qui a eu... On peut penser que ça va aussi faire en sorte que la facture, parce que veut pas, on se développe, on paye des taxes, oui. Alors la facture va être un petit peu moins salée, j'imagine? Inférieure, bien sûr. Beaucoup inférieure, mais là, les calculs, disons, on est parti pour le temps des fêtes, puis là, on revient, mais on va mettre la main à la pâte. Et ça, on y reviendra. Oui. C'est pas l'enjeu. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est entendre parler de ce beau projet-là. Donc, ça va se déployer comment, tout ça, là? Disons qu'on avait une salle des sports, on appelait la bâtisse ronde. Ça, on l'a démoli à l'automne dernier. Et là, maintenant, on va avoir un pavillon sportif qui va avoir aussi une section intergénérationnelle, c'est une place où c'est que les enfants et les plus jeunes et les jeunes de cœur vont chausser leurs patins pour s'en aller patiner. Et ça va être couvert, c'est avec un préau, donc on appelle ça comme ça, avec un préau. Alors, bien sûr, c'est une patinoire qui n'a pas de côté, donc ce n'est pas un aréna. Il faut bien préciser, ce n'est pas un aréna, c'est avec un préau. Donc, normalement, ça va nous éviter de louer des chapiteaux durant l'été. On va toujours avoir un toit. Ça va servir également pour le camp de jour durant l'été pour protéger du soleil. Oui. Puis l'hiver, c'est plus facile d'entretien aussi. Moins besoin d'enlever la neige. On est supposé également d'étirer un peu la saison, c'est-à-dire de... Combien de semaines, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui fait que ça permet d'étirer la saison? Bien, c'est parce que le soleil ne plombe pas directement sur la glace. J'avais pas pensé à ça. Effectivement, c'est une bonne affaire. Et vous prévoyez que ça va être livré pour quand, ce projet-là, dans son ensemble? Fin avril, début mai, tout dépendant du printemps, et livraison le 15 décembre 2020. Et bien sûr, il va y avoir également des jeux d'eau. Les jeux d'eau où c'est un lieu rassembleur. Oui, effectivement. En période de canicule, les familles qui n'ont pas de piscine, exactement. Et de toutes les catégories, c'est-à-dire du plus jeune, de 2 jours à aller jusqu'à... Donc, il y a plusieurs stations de jeux d'eau, c'est ça, je peux comprendre. Donc, il n'y aura rien à envier aux plus grosses villes à ce niveau-là? Je ne croirais pas. Puis dans des couleurs variées, puis aussi ça va être réellement rassembleur. Pour Saint-Alexandre-de-Kamouraska, qui est, disons qu'on est... C'est la banlieue de Rivière-du-Loup, on peut dire ça comme ça? Oui, c'est une façon de dire. Alors, on a 2217 Alexandrins et Alexandrines, donc une augmentation en 2019 de 59
citoyens, donc c'est beaucoup. Vous êtes dans un sol migratoire positif? Oui, oui. Ce qui est quand même exceptionnel pour le territoire. Pour la MRC de Kamouraska. Qu'est-ce qui fait que c'est si attrayant, Saint-Alexandre, pour les jeunes familles? Parce que ça fait quelques années que vous êtes dans cette belle mouvance-là quand même. Oui, exactement. Qu'est-ce qui fait en sorte que... Bien, on est à proximité de Rivière-du-Loup. Disons, si la madame a travaillé à Rivière-du-Loup, le monsieur travaillait à la Pocatière, tu sais, c'est un beau secteur où c'est que les déplacements sont faciles à faire et ça fait en sorte qu'ils sont près soit de la Pocatière ou bien non, soit de Rivière-du-Loup. Mais aussi, on a eu beaucoup de terrains qui étaient prêts à vendre. Notre source de succès, je pense que c'est d'avoir des terrains qui sont prêts. Lorsqu'un petit couple arrive à Saint-Alexandre, puis il vient à la municipalité, il parle à l'urbanisme, puis un bon moment donné, on est prêt, on leur dit que dans tel secteur, c'est prêt. Pour se construire, mais est-ce que la revente aussi, parce qu'on est dans une période écologique quand même où on peut reprendre les maisons des autres, est-ce que ça fonctionne bien aussi? Énormément. Énormément. Il y a du va-et-vient, il y a du monde qui part, il y a du monde qui revient, mais tout se vend très bien. On va aborder un autre sujet maintenant qui est toujours un petit peu délicat, c'est la gestion des matières résiduelles. Comme tout le monde à Saint-Alexandre, vous êtes maintenant en 3 voies, qu'on appelle donc avec les matières, la nourriture, le recyclage et nos fameux déchets. Oui. Et là, vous me disiez tantôt que l'hiver, on sait que déjà pour la nourriture, je pense qu'à peu près partout, c'est pareil, on passe à peu près 1 fois par mois. Oui, exactement. Bon, ça gèle avec un petit peu les désagréments qui viennent avec. Mais là, vous nous apprenez que votre bac à déchets, les vrais déchets, éventuellement, ça va aussi passer à 1 fois par mois? Durant l'hiver. C'est déjà commencé depuis le mois de janvier. Comment les gens réagissent à ça? Bien, c'est une période d'adaptation, mais vous savez, quand on a commencé le recyclage, les bacs bleus, les couvercles étaient fermés. Ça a peut-être pris 1 an, 2 ans. Et un bon moment donné, regardez, là, ben, tant quand vous passez... Oui, c'est ouvert. C'est tout de même. C'est à côté. Donc, ça veut dire que les gens se sont appropriés de ça, et ils le font, puis tout se fait facilement. Il faut absolument que dans ce domaine, dans le domaine des matières résiduelles, il faut absolument qu'on change un peu notre pensée. La première des choses, on a 3 bacs. Bac de déchets, bac de recyclage, bac putrescible. Bac de déchets, il faut qu'il diminue. Et 2 autres, il faut qu'il augmente. Première des choses, quand tu arrives pour aller mettre ça à ta poubelle, tu réfléchis. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bien mis à la bonne place? Alors, vous allez voir que immédiatement, vous allez dégraisser le bac. Mais vous me disiez qu'il est possible d'aller chercher un autre bac pour le recyclage, parce que je disais un exemple, une famille de 5, là, je veux dire, le bac de recyclage, tant que cette fameuse nouvelle consigne que la DQ nous a annoncée il y a quelques jours ne sera pas en place, ça va vite, hein? Les contenants de jus, les contenants de lait, les contenants Je suis d'accord avec vous. Nous autres, on fait partie... Là, ça vole chez le voisin si ça dépasse. Le voisin n'est pas heureux. Il n'aime pas ça. Non. Mais... Vous savez que nous autres, à Saint-Alexandre, on est avec un regroupement de 4 municipalités, Saint-André, Sainte-Hélène, Saint-Joseph et Saint-Alexandre. Donc, on a un groupe qui a le même discours. Donc, récupération, si jamais à un bon moment donné, vous avez besoin d'un autre bac, bien, vous appelez à votre municipalité. Le camion qui passe là, accepte d'en ramasser 2. Moi, ça a toujours été ma question. Est-ce qu'on pouvait en mettre 2? J'aurais dû la poser avant. Et puis, il n'y a pas de frais pour ça. Non. Mais le meilleur déchet sera toujours celui qu'on ne fait pas, quand même. Bien oui, exactement. Exactement. Et ça, c'est quoi? C'est dans le but de stabiliser la facture? Parce qu'on sait qu'ici, il y a un endroit où ça monte à chaque année. Là, bien, vous voyez que cette année, les coûts pour les citoyens, ça a augmenté de façon énorme. Donc, un bon moment donné, la capacité de payer des citoyens est atteinte déjà. Un bon moment donné, on a toujours la poche d'en arrière. C'est elle qu'on va puiser quand on veut avoir des sous. Mais un bon moment donné, non, ça se peut pas. Puis à part de ça, bien plus que ça, les sites d'enfouissement, est-ce qu'on va en avoir encore bien longtemps? Si on envoie tout aux déchets, nos sites ne dureront pas, disons, s'il y avait une capacité de, je ne sais pas, pour 10 ans, 15 ans, puis qu'un bon moment donné, qu'on tombe à 9 ans, vous allez voir que... Puis c'est des coûts pour faire ces cellules-là. Ça reste qu'il faut repenser notre façon de consommer. On est en train, mais c'est pas facile. Il faut s'organiser, c'est long avant de mettre tout ça en place. Le citoyen doit faire des efforts, mais aussi peut-être nos commerces doivent faire des efforts, parce qu'il y a de l'emballage et du suremballage également.
Effectivement. On voit une diminution, mais il faut... Oui, puis même les contenants en styrofoam, maintenant, je vois qu'ils changent, puis ils deviennent comme en carton. Oui, on peut les mettre dans le bac brun. Moi, j'aime bien ça appeler le bac brun, je trouve ça plus simple. Oui, exactement. Donc, vous voyez, mais si on se donne toute la main, si on s'approprie la façon de faire, puis nous autres, dans les municipalités, je pense qu'on veut carburer. Oui, c'est même que c'est ça le slogan. On va être de plus en plus vert. On va être de plus en plus vert. C'est à noter, donc une fois par mois pour les déchets. Fait qu'il faut gérer, comme on dit. Exactement. On va parler un petit peu du déchiquetage. On sait qu'on a tous à la maison des fois des documents plus ou moins importants qu'on va passer dans une déchiqueteuse si on en a une. Mais si on n'en a pas, pour les commerces et les entreprises qui se trouvent chez vous, là, vous avez une nouvelle entente de partenariat avec Atelier Mon Choix? Et oui. Alors, quel plaisir de travailler avec Atelier Mon Choix. Et oui, justement, dans l'entrée de la municipalité à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, on a un bac qui est barré. Donc, si vous avez des documents qui est confidentiel, que vous ne voulez pas que personne, vous n'avez pas de déchiqueteuse, de toute façon, c'est facile de brûler une déchiqueteuse. Hein? Alors, vous venez porter ça. Puis quand le bac est plein, on appelle l'Atelier Mon Choix et c'est eux autres qui... on peut peut-être dire qu'Atelier Mon Choix, ils ont une belle mission de réinsertion pour des gens qui vivent des difficultés ou qui ont des problèmes autres qui font que de se rendre en emploi est un obstacle de chaque jour. Donc, ça permet aux gens de vivre une belle expérience positive. Ils sont très, très encadrés. Oui, puis je pense que ça, c'est de faire en sorte que de donner au suivant. Effectivement. Oui, c'est local aussi, hein, plutôt que... Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on n'a pas pensé à dire? J'ai vu que vous pour février, là, vous allez consulter vos citoyens, vous avez à cœur vos aînés aussi, donc Politique MADA. L'année passée, j'ai eu 31 bébés. Alors, je m'en vais avec mes bébés mes jeunes de cœur. Alors, on travaille également sur la politique MADA. Mais ça se voit comment? C'est des politiques, c'est pour les gens. C'est comme, ça a donné quoi concrètement? Ça va donner quoi concrètement dans le village, d'avoir cette politique-là? D'essayer de donner des nouveaux lieux, peut-être d'installer des bancs, de penser à nos personnes, nos jeunes de cœur. Parce que souvent de fois... Et faire entrer en relation avec les autres. Oui, exactement. Puis l'intergénérationnel est très important. Parce que vous savez qu'avec tout ce qui se passe dans nos communautés, que ce soit les divorces ou n'importe quoi, souvent de fois, il manque un grand-papa, il manque, le père, tu sais. Puis à un bon moment donné, lorsque le jeune s'en va dans les infrastructures municipales, puis qu'à un bon moment donné, qu'ils peuvent parler avec des grands-papas, qui transmettent leur expérience. Ça, c'est beau. Puis justement, dans le pavillon sportif, on va avoir également des tables avec sur le dessus qui va avoir comme des jeux d'échecs ou des jeux de dames ou n'importe quoi, où c'est que ça va être imprimé. Puis grand-papa, il peut jouer avec un petit garçon qui ne voit pas peut-être son grand-papa souvent. C'est un plan sur combien d'années, ça, la politique MADA? Est-ce que c'est quelque chose qui est sur 5 ans? C'est ça, c'est quinquennal. C'est sur 5 ans. Bon, donc, puis de vérifier aussi, parce que peut-être qu'on a, dans nos chemins, on a des affaires qui ne sont pas tout à fait adéquates. Dans le fond, c'est de se poser des questions, de se re-questionner, de se repositionner. Pour que jeunes et moins jeunes soient heureux dans une même communauté. Exactement. Je suis obligée de vous arrêter parce que c'est tout le temps qu'on a déjà. Ça a été très agréable. Madame Annie, ça a été formidable. On aura sûrement l'occasion de se reprendre très bientôt. Je vous souhaite un bel hiver pour ce qui en reste. Oui, merci. Parfait, à vous également. Alors, nous sommes de retour à Vie publique. Cette fois, c'est François Lapointe de chez Coeco, figure bien connue dans le Kamouraska. Bonjour. Bonjour, Annie. Vous êtes responsable. Oui, vous êtes responsable des communications. Oui. Gros travail d'éducation, sensibilisation. Oui. Là, il y a de l'ouvrage avec les bacs, avec toutes les nouvelles, tout ce qui nous arrive. D'un autre côté, on nous dit qu'on va recycler plus. Oui. D'un autre côté, on nous dit qu'on recycle encore. Il n'y a pas si longtemps, j'entendais que toute une cargaison de l'Inde était retour à l'expéditeur. Le recyclage à Montréal était revenu. Il y a des problématiques en matière plastique. OK. Qu'on va devoir régler. Démêle-nous tout ça un petit peu, tout ce qui arrive avec notre bac de déchets. On va y aller dans 2 temps, si tu veux bien, Annie, parce qu'il y a ce dont on parle depuis 3 semaines, qui a été déclenché par le fait qu'il y a des centres de tri qui correspondaient à quasiment 30 % de la capacité du tri au Québec qui ont annoncé qu'ils devaient fermer. En fin de compte, ils ne fermeront pas tous. Ils vont un maintien des services, etc. Mais ce qu'il faut retenir pour nous, là, c'est que ça n'affecte pas les services qui couvrent le Bas-Saint-Laurent. Au Bas-Saint-Laurent, récupération des basques, Société VIA. Il y a eu des crises, là aussi. Il y a des crises. Il y a des crises sectorielles. À un moment donné, ils se disent, tel type de plastique, on n'a plus de débouchés.
Mais ils sont encore capables de trouver à peu près des débouchés pour 85 de ce qui sont recyclés. Quand on parle de débouchés, est-ce que c'est des débouchés au Québec ou on envoie ça toujours à l'autre bout du monde? On est rendu à presque 50 des débouchés qui sont des solutions québécoises. Peux-tu nous donner des exemples de ce qu'on fait avec ce qu'on recycle au Québec? Bien, il y a des bancs de parc, par exemple. Tu as remarqué récemment, les bancs de parc, c'est plus du bois. Hein? C'est une espèce de plastique recyclé. Oui, j'ai vu ça. Bon, mais ce plastique-là, c'est un plastique recyclé. Donc, il y a des débouchés comme ça industriels qui n'ont pas besoin de passer par l'Inde ou le Burkina Faso. Oui, parce que ça fait une autre empreinte écologique. Ça fait des transports, des bateaux, etc., etc. Donc, on est rendu à peu près presque à 50 bon. Et il y a un autre pourcentage de matières un peu plus difficiles, qui sont plus durs à valoriser. Les sacs en plastique sont durs à valoriser, qui allaient en Chine d'abord, il y a 10 ans, mais la Chine, depuis assez longtemps, a dit non, excuse-moi le terme, ils ont dit on ne veut plus de vos cochonneries. Bien là, ils en ont L'Inde est un autre débouché, mais là, l'Inde aussi commence à dire on ne veut plus de vos cochonneries. C'est ce qui a amené beaucoup de difficultés d'évaluation de la valeur de certaines matières. Puis, évidemment, les centres de recyclage, bien, ils ont deux colonnes. Hein? Ils ont des dépenses, puis il faut qu'il y ait des revenus pour essayer d'accoter les dépenses. Fait que quand il y a des secteurs entiers qui ont une dévaluation, bien, ça affecte beaucoup leur gestion de tout ça. Donc, et il y a une autre problématique qu'on connaît moins ici. Il y a des centres, puis il faut que je le formule de façon assez diplomatique, je ne veux pas avoir l'air trop dur. Il y a des centres de tri qui ont moins investi pour s'assurer de la qualité de leur cueillette. OK. C'est-à-dire que quand on fait ça n'importe comment. Oui, tandis que Société Via, qui dessert une large population de l'Est du Québec, ont plutôt bien fait les choses. C'est-à-dire que quand ils arrivent avec une tonne de tel type de plastique, et souvent est assez pure, elle n'est pas mêlée de toutes sortes d'affaires, qui fait que là, s'il y a un industriel qui est intéressé par la matière, va analyser l'espèce... Ils font une espèce de gros cube. Mais concrètement, ici, Via, là, donc une fois qu'on a envoyé nos matières, on a fait le tri et tout ça, ça s'en va où, nos recyclages? Il n'y a pas un débouché qui est pareil, ça dépend, ça dépend de la matière. Les matières cartonnées peuvent se transformer à terme, par exemple, en papier de toilette. Il n'y a pas un procédé qui a la même, comment je peux dire, qui a la même sensibilité. Mm-hmm. La vitre, si elle est pure, elle vaut cher. Si elle est mélangée, elle perd énormément de valeur. Mais ça, c'est un des problèmes. Le carton, s'il n'est pas pur, mettons qu'il reste un petit bouchon de plastique sur le 2 litres de lait, lui, il va être fonctionnel quand même dans le procédé pour arriver à faire un papier de toilette, par exemple, avec. Okay. Donc, il n'y a pas de... C'est pas un espèce... C'est du cas par cas, dépendant de ce qu'on veut produire. C'est pas de la tapisserie pareil partout. Okay. Il faut vraiment... C'est complexe? Oui, c'est assez complexe. C'est pas pour rien que la Société Via, c'est plusieurs centaines de personnes. Ce n'est pas que les gens qui font le tri, c'est aussi toute l'administration de ça, trouver des débouchés avec toute cette complexité-là. Comment vous voyez ça, justement, avec l'annonce de la CAQ dernièrement qui nous dit qu'enfin, on va pouvoir recycler éventuellement les cartons de jus, mais quand même, il faut s'organiser dans les centres. Oui, comment on fait ça? Ils ont été un petit peu plus loin, puis je suis content qu'on soit ensemble. Ils ont été un peu plus loin dans leur annonce ce matin. Ils ont annoncé, je veux être sûr que je prends la bonne terminologie. Oui, là, ça va faire déjà peut-être un couple de jours quand les gens vont nous entendre, mais on peut... Oui, ils sont allés quand même un petit peu plus loin. Ils sont allés plus loin au moment qu'on se rencontre. Donc, on parle des bouteilles de vin, on parle de la consigne de jus. Ils ont enfin annoncé quelque chose qui était demandé par le Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets. OK? Ils ont annoncé enfin qu'il va y avoir, à 2022, il va y avoir une responsabilité élargie des producteurs de contenants, d'imprimés et d'emballages. Donc, tranquillement, en ce moment, c'est les OBNL puis le secteur municipal qui doit gérer les déchets. Il y a l'industrie qui, elle, parfois prend des décisions complètement farfelues. Par exemple, on a vu ça, nous, récemment, un contenant qui était recyclable. Et là, pour une question de design, ils vont mélanger les matières. Le contenant va se retrouver avec un peu de carton, un peu d'aluminium, et là, le centre de recyclage ne peut plus traiter ça. Alors, l'industrie fait ces choix-là. Et ce sont des OBNL et le secteur municipal avec les dépotoirs qui se retrouvent avec le problème. Là, avec cette décision-là en 2022 de responsabiliser les producteurs des contenants, des imprimés, bon, ils vont se retrouver à faire partie de la nécessité de trouver des solutions. Des solutions. Tu suis mon raisonnement? Oui, je suis tout à fait. Alors, on peut s'imaginer que ça doit commencer déjà à japper un peu, à gratter pour voir comment on s'organise. Parce que pour les gros, ça va, mais pour les plus petits, les plus petits fournisseurs, c'est Les plus petits fournisseurs sont moins souvent dans la problématique. Ils ont déjà pris le virage. Oui, puis ils ont moins souvent... C'est les gros producteurs, par exemple, qui vont s'entêter à prendre parce qu'il y a un petit avantage à prendre un plastique de type 6. Mais exemple, là, moi, là, mettons, quand je vais avoir mon jus Tropicana, je vais le mettre dans mon recyclage comme toujours.
Oui, il va falloir que je le garde en consigne dans un sac à part. Ça pourrait aller, et là, il faut que ça se définisse, ça pourrait aller jusqu'à des modèles qui ressemblent à l'Ontario. Ça a été long à prendre le recyclage, mais là, il va falloir réapprendre. Oui et non. Oui et non, parce qu'on peut le voir d'un autre angle. Ça peut simplifier une étape de recyclage. Okay. C'est-à-dire que dès que je vais avoir un contenant dans mes mains, ça se peut que je vais me faire un panier de contenants et que je vais le déposer dans un endroit et que tous mes contenants vont être consignables. OK. Alors, on va me donner, je sais pas, moi, j'ai pas les chiffres ce matin. Je pense que c'était comme 10 sous 10 pour la pinte de lait, 25 sous pour le vin, peu importe. Donc, en ce moment, il faut toujours comparer. C'est qu'en ce moment, on a un système qui est assez complexe quand on le regarde. Il y a des choses qu'on recycle. La bouteille de bière, on va ramener au dépanneur. Donc, est-ce qu'il y a quelque part de dire qu'il va y avoir des lieux de dépôt où tout type de contenants commerciaux vont pouvoir être déposés en consigne? Ça peut paraître un gros changement d'habitude, mais si on le regarde comme il faut, est-ce qu'il est vraiment plus compliqué que le paquet de gestes pas pareil qu'on doit faire maintenant? C'est de la volonté. Ramener la bière à une place, puis ça dans le bac bleu, puis l'autre affaire. C'est une volonté citoyenne. C'est une volonté citoyenne, puis qui pourrait avoir l'avantage d'être assez cohérente. C'est assez simplifié. C'est de dire, j'ai des contenants, je les accumule, puis une fois de temps en temps, à telle place, je vais les porter. Comment il se porte, le recyclage dans notre région? Parce que là, on peut bien... on regarde ça, mais dans la réalité, là, les bacs, ils arrivent comment? Est-ce qu'on recycle de plus en plus? Est-ce qu'on recycle à majorité? Est-ce que c'est acquis? On est dans les bonnes moyennes à 85 % ici. Puis il faut penser aussi que le 15 % qui ont de la misère à trouver des débouchés, c'est pas toujours... Parfois, ce sont des matières qui seraient préférables. Non, mais je veux dire individuellement. Est-ce que dans les maisons, les gens font maintenant... On est dans la moyenne nationale, c'est-à-dire qu'on a malheureusement, en termes de recyclage, encore à peu près autour d'un 30 % qui va dans les poubelles. Donc, on recycle à 70 %. Bon. Oui, mais... On va tabler là-dessus pour encourager les gens à continuer. Mais reste que c'est impressionnant. Quand on fait le tour, ça m'est arrivé récemment de faire le tour de la toute nouvelle cellule du dépotoir qui vient d'être fait à Kakuna. Et quand on marche là, j'ai fait un exercice à un moment donné avec un des élus de la région. Je dis, je vais marcher, puis je vais identifier des choses. Puis là, je marchais, puis je disais, bac brun, bac bleu, bac brun. On était au dépotoir, et à chaque 20 pouces, il y avait une bouteille de plastique, un imprimé, une pelure de banane. Toutes sortes de choses en très, très grande quantité qui n'avaient pas d'affaires là. Dans le cas des matières putrescibles, dans le cas des matières organiques... Ça, c'est encore assez nouveau. Ça, c'est quasiment inversé. Là. On en met encore 70 % au dépotoir, au lieu de les mettre soit dans des composts résidentiels, soit dans le bac brun. Les gens sont démunis, on dirait qu'ils ne savent pas quoi faire. Pourtant, c'est quand même simple. On met ça dans un bac, on met un petit peu de trucs pour absorber, puis c'est pas très, très compliqué. Oui, puis il y a des sacs maintenant. C'est ça, ce qui est adaptés. intéressant dans la région maintenant, c'est que le sac compostable, pas biodégradable. Ouais. Compostable. C'est écrit vraiment dessus, compostable? Il y a même des logos d'accréditation, puis il y en a 3. S'il n'y a aucun logo d'accréditation... Est-ce qu'il est papier des deux côtés ou il y a une petite... Parce qu'il y en a avec un... C'est du bioplastique. Ça ressemble à un sac de plastique. OK. Mais il faut vraiment avoir les logos là, donc, les sacs bruns que les gens ont dans les poubelles, c'est pas bon? Non. Puis c'est pas... On peut pas non plus mettre du biodégradable dedans. Le biodégradable, souvent, c'est quand même un dérivé de matière pétrolière. Okay. C'est de la pétrochimie. Tandis que le bioplastique... Mais c'est un dérivé de choses qui ne devraient pas affecter. Mais on m'avait déjà dit, moi, qu'il me semble que ce qui était de la boîte de céréales en descendant, on pouvait jeter ça dans nos matières, la nourriture, parce que ça prenait un mélange un peu de sec pour faire un bon compost. Ici, c'est deux choses. C'est deux choses. Il y a ça. le compost résidentiel. OK. Dans le compost résidentiel, oui, on peut mettre un peu de carton, même si c'est important pour avoir l'équilibre carboné. Si on met juste des pelures de kiwi, c'est trop acide de manger. Donc, tu as raison, c'est correct. Oui. Okay. On peut même penser à un moment donné conserver une certaine quantité de nos feuilles mortes pour les mélanger dedans, pour arriver à un équilibre quasiment moitié-moitié. OK. Mais ailleurs, c'est pas ça. Le bac brun qui s'en va, dans notre cas, vers de la biométhanisation, c'est pas exactement ça. Par exemple, si je suis pris avec la graisse d'un rôti de porc et avec des os de poulet, je peux absolument pas mettre ça dans mon compost à domicile. La balance bactérielle se fera jamais. Comment vous allez faire pour que les gens... Mais on peut le mettre dans le bac brun. Donc, quelqu'un pourrait ici... dans le compost. Moi, je parle toujours du bac brun. Là. Ici, quelqu'un pourrait dire, je composte chez moi, donc j'amène un petit peu de feuilles mortes puis j'amène mes pelures de banane dans un bac qui va servir un jour à nourrir mon jardin. Mais pour autant, ma grosse croûte de rôti de porc puis mes os de poulet, je vais quand même les mettre dans un petit sac compostable puis les mettre dans le bac brun. Mais donc, dans le bac brun, on peut mettre tout type de nourriture. Mais on peut aussi tout mettre. On peut aussi, dans le bac brun, tout mettre. On peut mettre aussi la pelure de banane, le kiwi, le restant de kiwi, tout dedans. Mais pas de feuilles, pas de papier...
Les feuilles mortes, dans un cadre de biopénalisation, ça l'aide pas beaucoup. OK. Fait que si on en reçoit des tonnes et des tonnes... comme la petite boîte de spaghettis bien déchiquetée. Ça, on peut. On peut? Ça, on peut. C'est ça. En biopénalisation, un exemple C'est parce que ça soulage le bac de recyclage, des fois? Oui, un exemple qui est le fun, qui n'est pas vrai dans certains autres secteurs qui ne sont pas en biométhanisation, c'est ici, je commande une pizza, un carton qui a été souillé par une matière graisseuse ou huileuse, je ne peux plus le mettre dans le bac bleu. Ici, je peux quand même le mettre dans le brun. OK. Ici. Oui. Bien, un autre secteur au Québec n'aurait peut-être pas les mêmes recommandations à faire. Fait que là, vous avez du travail à faire ici, encore pour... J'arrive avec mon carton souillé, je peux mettez-le pas au bac bleu. S'il est souillé, matière graisseuse, matière huileuse, non. Est-ce que je le mets aux poubelles? Non. Moi, pour faire ça simple, tout ce qui est de la boîte de céréales en descendant, je déchique ça en petits morceaux, puis j'envoie ça dans le bac brun avec toute la nourriture. Alors, on est correct? C'est correct, sauf que les matières cartonnées en grande quantité dans le bac bleu ont des débouchés pour faire des dérivés comme du papier de toilette. Mais des fois, ça absorbe les odeurs aussi, l'hiver. Oui, mais là encore, le petit sac. Le petit sac est parfait. Au niveau des odeurs, il faut choisir bien son petit sac. Un bon coup de main. Puis il faut choisir un petit sac qui est vraiment compostable. Écoute, on va devenir bon avec le temps. Ça fait quand même très longtemps que je fais ça, mais on a tout le temps l'impression que les choses changent parce que les choses évoluent aussi. Il te resterait 1 minute 10, François, si tu avais quelque chose à nous dire concernant ce qui s'en vient, ce qui est important. On peut-tu revenir là-dessus, sur l'annonce de ce matin? Oui. Il y a beaucoup de choses qui étaient annoncées. Il y a... les paramètres ne sont pas annoncés encore. À savoir exactement comment ils vont gérer cette fameuse responsabilité-là des grands producteurs de contenants. Il faudrait y revenir parce que les gens s'en souviendront plus. Cependant, il y a l'annonce de 30 millions de dollars pour s'assurer que nos centres de tri vont tous se mettre à niveau. OK. Parce que je vais revenir à ce qu'on disait plus tôt. Un des problèmes des centres de tri qui ont connu des difficultés, c'est que, contrairement à Société Via, ils n'ont pas toujours investi pour s'assurer d'avoir le tri le plus pur possible. Puis quand tu te retrouves avec des grosses masses qui sont impures, bien, tu n'arrives pas à trouver des bouchées. C'est ça le succès, d'avoir la qualité de la matière. Donc, il y a un investissement qui est annoncé à ce niveau-là. Et on connaît les objectifs. On ne sait pas encore toutes les mécaniques qui doivent nous permettre d'y arriver, mais il va y avoir un objectif de 75 des matières recyclables, toutes dans les centres de tri, à 75 en 2025, puis à 90 en 2030. François, c'est tout le temps qu'on a, mais on va se reparler, c'est sûr. Une chose est sûre, on peut appeler chez Coeco. Vous allez continuer de faire de la sensibilisation et que les gens le tiennent pour dit, ça ne va pas arrêter, ça va augmenter le tri, la sélection et la réduction à la source. Et l'autre option de remplir le dépotoir ne donne rien et coûte une fortune. Ça ne fait que coûter cher et polluer. Ça n'a aucun avantage. Merci beaucoup.